Mardi 11 février 2025, chers téléspectateurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans ce journal version française de Viva. Bonsoir à tous et à toutes. Dans les actualités de ce jour, le sommet mondial des gouvernements 2025 a débuté officiellement aujourd'hui. En ce premier jour, le président de la République, Andry Rajoelina, s'est immédiatement exprimé au forum d'échange d'expériences entre les gouvernements. Il a abordé devant les participants deux points importants, notamment l'objectif de Madagascar d'atteindre l'autosuffisance en riz et la production d'énergie suffisante pour la population. Reportage signé Judical Rajanirin et Andoura Zanjabi. L'ouverture officielle du sommet mondial des gouvernements 2025 s'est tenue à Min Arena, Mina Al Salahan, à Madina Jumeirah, à Dubaï, aujourd'hui. Il a été souligné lors des discours d'ouverture que le monde ne peut plus se séparer de l'évolution de la technologie. Cette évolution qui a un grand impact sur le monde du travail et sur la vie de la population, dont le nombre ne cesse de s'accroître. Les pays du monde entier doivent prendre une décision concrète face à cette situation et se tourner vers l'avenir dès maintenant. Les dirigeants doivent avoir une attitude visionnaire et de leadership pour suivre cette évolution et faire face à la croissance démographique. Tout cela est confirmé par la présentation du président Andry Rajoelina, selon laquelle le leadership d'un président est la base du progrès et du développement d'un pays. Le chef d'État est le premier responsable du pays et c'est son rôle d'avoir une vision de développement pour le pays, a-t-il déclaré. Pour Madagascar, le riz est l'aliment de base de sa population. La culture du riz est donc un domaine dans lequel le numéro 1 malgache a fait preuve de ce leadership. Madagascar poursuit la réforme de la culture du riz pour vaincre la pauvreté, a déclaré le président Andry Rajoelina. Un leadership fort, visionnaire et pragmatique, c'est la clé pour transformer nos visions en action. C'est dans cette conviction qu'à Madagascar, nous avons initié la transformation agricole du pays. Nous disposons encore de 36 millions d'hectares de terres arables en réserve. En modernisant les pratiques agricoles à travers la mécanisation, en investissant massivement dans les semences améliorées, nous avons la capacité de tripler le rendement rizicole en passant de 3 tonnes à 9 ou même 12 tonnes à l'hectare, et cet objectif est tout à fait atteignable. Nous faisons ainsi de l'agriculture notre principal levier de transformation et de développement en assurant notre souveraineté alimentaire, en contribuant à l'autonomisation du continent. C'est dans cette optique que je me lance le défi de faire de Madagascar le grenier rizicole du continent africain. Si le riz est l'aliment de base de la population et qu'une attention particulière a été portée à son amélioration, l'énergie, pour sa part, est aussi un élément de base de l'industrie et de la relance économique. Le président Andry Rajoelina a partagé les défis de Madagascar lors de cette première journée. Il a déclaré que l'exploitation de sources d'énergie propres et renouvelables est la solution efficace par rapport à la production d'énergie dérivée du fioul lourd qui cause d'énormes dettes au gouvernement. En 4 ans, l'objectif pour Madagascar est de produire 1000 MW d'énergie propre. Accélérer notre transition énergétique vers une production propre et renouvelable est une priorité stratégique pour assurer un avenir durable pour notre pays. Nous sommes déterminés à atteindre des objectifs ambitieux en investissant massivement dans les énergies renouvelables et la transition énergétique. Nous avons déjà commencé à installer 50 MW de parcs solaires et nous ne comptons pas en rester là, car cette année même, nous lançons le défi d'installer 250 MW de parcs solaires supplémentaires. Notre objectif est de mettre en service 1000 MW au total dans les 4 prochaines années, avec 750 MW d'investissement du secteur privé, en addition aux 250 MW en financement propre de l'État. Parallèlement, d'ici 5 ans, nous allons installer et mettre en service de grands projets hydroélectriques qui permettront d'injecter une production supplémentaire de 380 MW sur notre réseau national. De nombreux participants se sont montrés intéressés par la présentation du président malgache, axée sur le leadership et le développement du pays, ce qui prouve l'intérêt des pays étrangers et des grands partenaires pour Madagascar. Le président Andry Rajoelina a souligné que Madagascar a besoin de partenaires pour relever ces énormes défis.
La collaboration avec les Émirats arabes unis, après la première édition de WGS par exemple, a déjà apporté de nombreux résultats concrets. Nous avons beaucoup de projets avec les Émirats, nous avons un plan, nous avons une vision. Ce qui nous manque actuellement, c'est l'accompagnement de développement et de notre vision. Et je suis convaincu qu'avec les Émirats arabes unis, nous pouvons et nous allons transformer Madagascar. Les Émirats vont former plus de 1 million de jeunes dans le CODER. Il y a aussi le développement du tourisme et dans la transformation agricole, mais également de l'industrialisation du pays. Outre le président de la République et son épouse, 9 ministres sont également du voyage pour participer à ce WGS 2025. Madagascar a ainsi pour objectif d'instaurer des partenariats dans de nombreux secteurs tels que l'agriculture, l'énergie, le tourisme, l'industrie et le commerce, le monde du numérique, la santé publique, l'économie, la gestion de la fonction publique et l'environnement. Concernant toujours ce voyage du président de la République à Dubaï, la BADEA ou Bankara pour le développement économique en Afrique apportera son appui à la deuxième partie de la construction de l'autoroute reliant Antananarivo-Touamas. Lors du WGS 2025, le président Andry Rajoelina a rencontré le président de la BADEA, Sidi Ould Tah. Au cours de cette rencontre, Sidi Ould Tah a annoncé que l'autoroute est un projet qui changera Madagascar et a reçu l'approbation de la BADEA. Cette dernière a déjà financé la route du Soleil à hauteur de 76 millions de dollars, notamment le tronçon Soneranivung et Vaibé. Toujours avec Judigal Rajanirin et Andura Zajebe. Cette rencontre entre le président Andry Rajoelina et le président de la BADEA, Sidi Ould Tah à Dubaï, dans le cadre du WGS 2025, a été particulière et importante pour Madagascar. En effet, elle a abouti à l'octroi d'un financement de 350 millions de dollars pour la construction de la deuxième partie de l'autoroute Antananarivo-Touamas. La BADEA soutient actuellement financièrement 44 pays africains. Elle apporte un budget pouvant atteindre 50 milliards de dollars pour soutenir la réalisation de projets, dont 350 millions de dollars alloués à Madagascar. L'autoroute Antananarivo-Touamas est un projet innovant qui apportera du changement pour le pays, a déclaré le président de la BAD, qui a félicité le président Andry Rajoelina pour son courage et sa vision pour la réalisation de ce grand projet. Nous sommes toujours à vos côtés et apporterons notre soutien dans la réalisation de tels projets, poursuit le président de la BAD. Pour le confirmer, le directeur de la BADEA, Sidi Ould Tah, se rendra à Madagascar la semaine prochaine. Il a également affirmé avoir confiance dans les études menées par le gouvernement malgache concernant le projet d'autoroute. À noter que la BADEA est déjà partenaire de Madagascar. En effet, elle a déjà contribué à hauteur de 76 millions de dollars pour financer la construction de la route du Soleil Soneranivung-Vaibé. La construction de cette route est en cours et le président Andry Rajoelina a remercié le président de la BADEA pour sa coopération efficace et solide. La coopération avec la BADEA ne s'arrêtera pas seulement à la construction de routes. Elle a affiché sa volonté de soutenir les projets prioritaires du président de la République, notamment la production d'énergie à partir de barrages et d'énergie solaire. Lors de ce sommet WGS 2025, le développement des relations entre Madagascar et ses partenaires a été mis en avant grâce au leadership du président Andry Rajoelina. 11 février 1975, 11 février 2025, aujourd'hui a été marqué le 50e anniversaire de l'assassinat du colonel Richard Hatzimajave Mbuzatovu Amboni. Comme chaque année, une cérémonie commémorative a lieu mettant en valeur la coopération et l'unité des trois forces de sécurité, à savoir l'armée, la police et les gendarmes. Le thème de cette célébration étant Pitan Junfilamine Natsimiambu Adid, Mafunya Niwan Nitani Jazan. Reportage de Mervoula Sferen sur les images de presse d'Enilson. Le colonel Hatzimajave Richard figure parmi les élites de la nation, a déclaré aujourd'hui le Premier ministre, Thierry Christian, lors de la cérémonie de commémoration du 50e anniversaire de son assassinat en Mbuzatovu Amboni. Le président Andry Rajoelina aussi, selon le chef du gouvernement, est un patriote, il a une vision de développement et vit dans l'intégrité, raison pour laquelle il a de nombreux détracteurs.
Aujourd'hui, le Premier ministre a remercié les forces de défense et de sécurité qui accordent toujours de l'importance aux valeurs sacrées du pays, se présentant toujours comme une force de défense et de sécurité républicaine et accordant de l'importance à la dignité du pays et des dirigeants. Pitanjo Filamina Natsimiambu Adidi, Mafuniain Iwanitan Jazan, tel est le thème de la commémoration cette année. Outre la cérémonie annuelle et le dépôt de gerbes à la stèle d'Ambuizatovu Ambuni, aujourd'hui a été particulière pour les familles des éléments des forces armées décédées dans l'exercice de leurs fonctions en 2024. Ils sont 26 au total, dont 10 issus de l'armée malgache, 14 gendarmes et 2 policiers. Parallèlement à cette cérémonie, une conférence suivie de débats et une exposition a eu lieu à Ndafavaraj. Le stèle d'Ambuizatovu Ambuni, qui a été rénové, a également été inauguré aujourd'hui. Ensuite, en 2010, alors que l'actuel président du Sénat était encore commandant de la CIRGN Antananarive, il a pris une décision incitant les responsables de la gendarmerie à organiser un mémorial spécial pour le colonel Richard Hatsimadjave. La raison est que le colonel Richard Hatsimadjave était un officier président au moment où il a été tué et un grand homme du pays dont tous les gendarmes devraient être fiers. Toujours avec Mervoulet Sfirenebraz Denilson. Avant l'année 2010, il n'y avait pas encore de commémoration de la journée du 11 février, date marquant l'assassinat du colonel Hatsimadjave Richard, ancien chef de l'État. En 2010, alors que le général Ravalomanana Richard, actuel président du Sénat, était encore commandant de la CIRGN Antananarive, il a exhorté les responsables de la gendarmerie à organiser un mémorial spécial pour le colonel Hatsimadjave Richard. C'était la 35e année de son décès. Ainsi, le 11 février 2010, il y a eu une cérémonie militaire organisée par la gendarmerie à Ambuizatovu Ambuni. En 2011, le général Ravalomanana Richard a de nouveau encouragé les officiers des forces de sécurité d'Antananarive qui ont travaillé avec lui à commémorer cette date du 11 février en souvenir des éléments des forces armées décédés dans l'exercice de leurs fonctions. Cela afin d'oublier le conflit entre la police et la gendarmerie à cause de l'affaire Hatsimadjave et de renforcer l'unité, la paix et la fraternité entre les forces de sécurité. Les responsables l'ont accepté et c'est pourquoi la commémoration et l'hommage au colonel Hatsimadjave Richard se poursuivent jusqu'à présent et dans toute l'île chaque 11 février. Toujours en ce jour du 11 février, le général Ravalomanana Richard a lancé un appel aux officiers généraux et officiers supérieurs à la retraite au respect de la culture de l'éthique et de la déontologie en tant que force de sécurité. Le président du Sénat a également encouragé les forces à ne pas baisser les bras face aux persécutions, aux calomnies, voire aux menaces de mort qui pèsent sur eux dans l'exercice de leurs fonctions pour le pays. Dans un tout autre sujet, le ministère des Mines procède à l'assainissement du cadastre minier en vue de la délivrance des permis PR et PREA. À cet effet, une réunion présidée par le ministre des Mines convoquant les détenteurs de ces permis se tiendra ce jeudi au Main in Business Center. Plus de détails avec Ruth Christelle, Rakout Malal. Actuellement, 1400 demandes de permis sont en cours de traitement au BCMM. Parmi elles figure le PE, permis d'exploitation, qui autorise l'exploitation sur une superficie de 500 km², soit 1280 carrés, pour une durée de 25 ans, renouvelable une seule fois pour 15 ans. Le PR, permis de recherche, qui permet d'explorer un périmètre de 5000 km², soit 12 800 carrés pour une durée initiale de 5 ans, renouvelable 2 fois pour 3 ans à chaque renouvellement. Le PREA, permis d'exploitation artisanale destiné aux petits exploitants, sur une superficie de 50 km², soit 128 carrés, valable 8 ans et renouvelable 2 fois pour 4 ans à chaque renouvellement. Depuis la réforme du Code minier, un décret a été publié en juillet 2024 concernant l'assainissement du cadastre minier. Dans cette démarche, une réunion dirigée par le ministre Rakout Malala Erjan Olivier est prévue ce jeudi au Main in Business Center Ivatu afin de convoquer les titulaires de permis PR et PREA.
À noter que près de 200 permis PR et PREA devraient être délivrés au cours de ce premier trimestre. L'obtention du permis est conditionnée par la signature d'un cahier de charges. Tout manquement à ces engagements pourrait entraîner le retrait immédiat du permis. Et le riz vendu à 750 arrière le Kapok est disponible au niveau de presque tous les marchés des districts de Madagascar. Actuellement, à Mbouch, à Miarnarive jusqu'à Touliar, ce riz à prix abordable promis par l'État inonde les marchés pour stabiliser le prix du riz en général, répondant aux attentes de la majorité des consommateurs. Natera Gutmauf et Nzara Ranjiantsu. Le riz importé vendu à 550 arrière le Kapok vise à faire baisser le prix du riz, mais surtout à répondre aux besoins en riz à un prix abordable pour la population. Vendu au niveau de la plupart des marchés de la capitale, ce riz à 700 arrière le Kapok commence à être disponible au niveau des marchés de plusieurs districts. L'objectif est de stabiliser le prix du riz importé et pour que la population consomme moins cher. C'est le cas notamment à Mbouch ou encore dans le sud de la Grande Île à Touliar, où les commerçants épuisent rapidement leur stock, affirme-t-il. Si cette commerçante ne parvenait à vendre qu'un seul sac de riz au prix d'auparavant, elle arrive à vendre 4 sacs de riz en une journée. Par ailleurs, la Direction régionale de l'industrialisation et du commerce surveille de près le prix du riz pour éviter que certains soient tentés d'appliquer des marges de bénéfices abusives, affirme le directeur régional. Avec ce prix, les commerçants obtiennent déjà une marge de bénéfice suffisante. Outre les marchés d'Mbouch et de Touliar, ce riz importé est également disponible dans le district de Miarnarive. En santé, la journée mondiale des malades est célébrée chaque année le 11 février. À cette occasion, des soins de santé gratuits ont été offerts par les hôpitaux de district et régionaux à l'initiative du ministère de la Santé publique. Des instructions ont également été données par le ministère de la Santé publique aux agents de santé pour l'accueil des malades qui se présentent dans des centres de santé. Plus de détails avec Rad Romanezatouf et Anzar Hazonarville. Les centres hospitaliers de référence du district et les centres hospitaliers de référence régionale ont offert aujourd'hui des soins de santé et des tests de diabète gratuits dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale des malades, une journée célébrée chaque année le 11 février. La prise en charge des personnes souffrant de dépression et de celles dépendant de drogue a rendu particulier cet événement pour la région Analamang. Le ministère de la Santé publique a également déployé d'énormes efforts dans l'accueil avec le sourire des malades qui se présentent dans des centres de santé. En effet, le ministre de tutelle a donné des instructions aux agents de santé à cet effet. Selon les informations, l'accueil des malades avec le sourire peut déjà réduire leur douleur jusqu'à 25%. Le centre hospitalier de référence du district, Sisaïtos, est l'un des hôpitaux qui a offert des soins de santé gratuits aujourd'hui. En ce qui concerne maintenant les actualités internationales, destination États-Unis, Donald Trump a signé lundi 10 février des décrets imposant des droits de douane de 25% sur l'acier et l'aluminium importés aux États-Unis. Nouvelle phase de la guerre commerciale intentée par le président américain au reste du monde. Interrogé sur la perspective que des pays décident de mesures de rétorsion, Donald Trump a répondu n'en avoir cure. Reportage sur les images de France 24. Après la menace, Donald Trump est passé à l'action. Comme il l'avait annoncé, le président des États-Unis a signé lundi soir un décret pour augmenter les droits de douane sur l'acier et l'aluminium. Pour que tout le monde puisse comprendre exactement ce que cela signifie, il s'agit de 25% sans exception ni exemption. Et cela s'applique à tous les pays, quelle que soit leur origine. Concrètement, ces 25% de droits de douane supplémentaires s'appliqueront à partir du 12 mars, y compris pour les partenaires économiques qui bénéficiaient auparavant d'exemptions, comme le Canada, le Mexique et l'Union européenne. Des pays qui dénoncent une mesure injustifiée, à l'instar de la présidente de la Commission européenne, qui a réagi dans un communiqué. Nous regrettons profondément la décision américaine. Les tarifs douaniers injustifiés imposés à l'UE ne resteront pas sans réponse. Ils déclencheront des contre-mesures fermes et proportionnées. Même tonalité de la part du chancelier allemand. À la tête de la première économie de la zone euro, Olaf Scholz affirme que l'Union européenne réagira ensemble. Un appel à la riposte déjà lancé la semaine dernière par le président français lors d'une réunion à Bruxelles. Si nous étions attaqués sur des sujets commerciaux, l'Europe, comme une puissance qui se tient, devra se faire respecter et donc réagir.
Maintenant, c'est un plan d'action. Mais en fait, comment faire en le décidant? Dans le passé, les Européens avaient déjà réagi à une mesure similaire. Pendant son premier mandat en 2018, Donald Trump avait déjà imposé des droits de douane de 25% sur l'acier et de 10% sur l'aluminium. Il avait ensuite accordé des exemptions à plusieurs partenaires dont le Canada, le Mexique et le Brésil. L'Union européenne, elle, avait alors répliqué dans les mêmes proportions en taxant certains produits américains. Ensuite, le président américain Donald Trump a déclaré avoir eu un appel téléphonique avec son homologue russe Vladimir Poutine pour discuter des efforts visant à mettre fin à la guerre entre Moscou et Kiev. Trump a affirmé que la guerre, maintenant dans sa 3e année, n'aurait jamais eu lieu s'il avait été président en 2022. Reportage sur les images de France 24. Mettre fin le plus rapidement possible à la guerre en Ukraine. C'est l'intention de Donald Trump qui a admis pour la première fois aujourd'hui avoir échangé à ce sujet avec Vladimir Poutine. Même si nous parlons avec Poutine, je ne veux pas vous en dire plus sur le contenu de nos conversations, mais je pense que nous faisons des progrès. Nous voulons mettre un terme à la guerre entre l'Ukraine et la Russie, et je veux qu'elle cesse juste parce que j'ai horreur de voir tous ces jeunes gens se faire tuer. Une affirmation que le Kremlin a dans la foulée refusé de confirmer ou de démentir. Hier, Vladimir Poutine avait toutefois renouvelé sa confiance en Donald Trump. Avec le président américain actuel, j'ai toujours eu une relation d'affaires, mais aussi pragmatique. Et je dirais même une relation de confiance. Et je ne peux qu'être d'accord avec lui quant au fait que s'il était devenu président en 2020, si on ne lui avait pas volé sa victoire, eh bien peut-être qu'il n'y aurait pas eu cette crise en Ukraine qui est survenue en 2022. Selon le président américain, Kiev n'était pas inclus dans ces échanges. Mais Trump s'est dit prêt à recevoir Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche cette semaine pour avancer sur les négociations. Côté ukrainien, les craintes portent notamment sur les conséquences que pourraient avoir d'éventuelles réductions de l'aide américaine à l'Ukraine. Je n'oserais même pas spéculer sur ce qui se passerait si la guerre continuait. Une guerre entre la Russie et l'Ukraine sans les États-Unis d'Amérique. Alors que l'armée russe continue de gagner du terrain en Ukraine, l'issue du conflit est encore très incertaine. Les discussions des prochaines semaines entre les États-Unis et les deux belligérants pourraient jouer un rôle décisif. Et au Brésil, dans toutes les écoles du pays, aux 200 millions d'habitants, les téléphones sont désormais proscrits, aussi bien en classe que dans la cour de récréation, par une loi promulguée en janvier par le président Luiz Inácio Lula da Silva, juste avant la rentrée. France 24. Nouveau geste à adopter pour ces écoliers brésiliens. Dans cette cour de récréation, plus de téléphone sur lequel pianoter, il est désormais interdit dans tous les établissements. Désormais, on joue aux cartes, au ping-pong, où on se parle. Quand on avait le droit d'utiliser notre portable pendant la récréation, on était plus facilement distrait car on passait notre temps sur les réseaux sociaux. Maintenant, on se concentre davantage sur les études et sur nos amis. Nous parlons davantage entre nous. Nous avons de plus en plus cette passion pour la discussion. Au Brésil, les enfants reçoivent leur premier téléphone à l'âge de 10 ans en moyenne. Ils auront passé 1h30 par jour dessus avant l'âge de 3 ans. La durée monte à près de 4 heures pour les 13-16 ans. Se passer du téléphone à l'école a déjà des effets visibles selon le corps enseignant. Les élèves avaient du mal à se concentrer. Beaucoup d'entre eux qui utilisaient la technologie de manière excessive s'isolaient pendant les pauses et n'interagissaient que par le biais des réseaux sociaux. Cela a un impact direct sur le développement des compétences sociales et des comportements socio-émotionnels. Selon l'UNESCO, en 2024, 40% des systèmes d'éducation publique dans le monde ont interdit l'utilisation de smartphones dans les écoles, soit 10 points de plus qu'en 2023. Mesdames et messieurs, voilà que prend fin cette édition. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à son terme et tout de suite après, vous allez suivre l'émission Mizouk au point de droit avec Seynur Irland. Excellente soirée en notre compagnie. Au revoir à tous.